le salon de départ bourdonnait d'une énergie douce et nerveuse, une symphonie de conversations chuchotées, de valises roulantes et d'annonces lointaines d'embarquement. Ma propre valise, une fidèle compagne bleu ciel de tant de voyages, se tenait à mes côtés, remplie de bien plus que de simples vêtements. Elle contenait des fragments d'une vie que je laissais derrière moi et les espoirs fragiles d'un avenir que je devais encore pleinement saisir. Je m'appelle Elisabeth Dubois et, à 68 ans, je me retrouvais à la dérive d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ma jeunesse avait été une tapisserie tissée de fils de contentement tranquille. J'ai grandi dans la charmante ville côtière de Port-Lumière, un endroit où l'odeur du sel et du pain se mêlait toujours dans l'air, et où le rythme des marées dictait le cours de la vie. Mes parents, un couple d'âmes douces, m'avaient inculqué une profonde appréciation de l'intégrité et des joies simples d'une vie bien vécue. Ils tenaient une petite boulangerie-pâtisserie adorée dans la grande rue, les douceurs d'Elisabeth, un nom qui, même enfant, me remplissait d'un sentiment de fierté et d'appartenance. J'ai passé d'innombrables après-midi dans les treintes chaudes et levurées de cette boulangerie, apprenant les secrets du levain et l'art d'un croissant parfaitement feuilleté. Lorsque j'ai rencontré Antoine, mon défunt mari, cela a semblé être le prolongement naturel de cette existence sereine. C'était une présence douce et stable, un architecte qui voyait la beauté à la fois dans les grandes structures et dans l'élégance discrète d'une jardinière bien placée. Nous avons construit une vie ensemble dans une grande maison confortable surplombant la baie du Croissant, une maison qui résonnait de rires, de rêves partagés et du réconfort tranquille de deux cœurs battant à l'unisson. Nous avons eu 2 enfants, un fils, Damien, et une fille, Claire. Claire, avec son esprit vif et curieux, avait toujours été le reflet de ma propre nature optimiste. Elle menait maintenant une vie épanouissante en tant que scientifique de l'environnement dans une ville lointaine, sa passion pour le monde naturel étant pour moi une source d'immense fierté. Damien, cependant, était une autre histoire. Damien avait toujours été un rêveur, un peu agité, avec un sourire charmant qui pouvait désarmer n'importe qui. Il s'était aventuré dans le monde des startups technologiques, poursuivant la promesse évasive de l'innovation et de la fortune. Ses premières entreprises, bien qu'ambitieuses, avaient tendance à échouer, le laissant perpétuellement au seuil de quelque chose de grand, sans jamais vraiment l'atteindre. Lorsqu'il a épousé Léa, une femme aussi vive et ambitieuse que belle, je l'ai accueillie dans notre famille à bras ouverts. Je croyais sincèrement qu'elle serait une force stabilisatrice pour Damien, une partenaire pour l'aider à canaliser son énergie débordante. Notre maison, celle qu'Antoine et moi avions construite avec tant d'amour, est devenue plus qu'une simple demeure, c'était un sanctuaire, un dépôt de souvenirs. Après le décès d'Antoine il y a 5 ans, le silence dans ces pièces familières me semblait souvent assourdissant, mais c'était aussi un écho réconfortant d'une vie bien vécue. Je trouvais du réconfort dans mon jardin, dans les teintes vibrantes de mes hortensias et l'odeur terreuse du sol, et dans la compagnie tranquille de mes amis du club de lecture de Port-Lumière. Le premier signe d'un changement, une subtile ondulation dans les eaux calmes de ma vie, est apparu il y a environ 1 an. Damien et Léa, avec leurs 2 charmants enfants, Liliane et Florent, vivaient dans une maison de ville louée dans la ville animée d'Astérie, à 1 heure de route à l'intérieur des terres. Ils parlaient souvent des pressions de la vie urbaine, des loyers exorbitants et de leur désir de plus d'espace pour les enfants. Je compatissais, bien sûr. Je savais à quel point il pouvait être difficile d'élever une famille dans le climat économique actuel. Un après-midi d'automne clair, Damien a appelé, sa voix empreinte d'une urgence inhabituelle. « Maman, Léa et moi avons discuté, commença-t-il, son ton un mélange prudent de déférence et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Nous faisons face à de sérieuses contraintes financières avec les frais de scolarité des enfants et, eh bien, tout le reste. Nous nous demandions. Puisque la maison est si grande pour une seule personne. Si nous pouvions emménager chez toi. Juste pour un petit moment, le temps de nous remettre sur pied. Mon cœur, toujours généreux, s'est réchauffé à l'idée d'avoir mes petits-enfants plus près. La maison était grande, et l'idée de la remplir de leur énergie juvénile était séduisante. Bien sûr, mon chéri, avais-je dit, peut-être un peu trop rapidement. Il y a beaucoup de place. Nous nous arrangerons. Leur arrivée fut un tourbillon de cartons et de rires. Pendant un certain temps, cela a semblé être un regain de joie dans la vieille maison. Les dessins de Liliane et Florent ornaient le réfrigérateur, leur rire résonnait dans les couloirs, et l'odeur de la cuisine exotique de Léa remplissait la cuisine. Mais progressivement, imperceptiblement au début, la dynamique a commencé à changer. Léa, toujours pragmatique, a commencé à faire des suggestions. Elisabeth, ce tapis a l'air un peu usé, disait-elle, en désignant le tapis persan qu'Antoine avait chéri. Et la cuisine aurait vraiment besoin d'un coup de jeune.
Elle est tellement traditionnelle. Ces mots, bien que semblant inoffensifs, portaient une subtile nuance de désapprobation, un rejet silencieux du confort et de l'histoire que ces objets représentaient. Je me suis retrouvé de plus en plus relégué dans un coin plus petit de ma propre maison. Ma routine matinale habituelle, consistant à savourer une tasse de thé sur le porche ensoleillé, était souvent interrompue par les appels de conférences matinaux de Léa, sa voix aiguë et professionnelle, résonnant à travers les murs censés être insonorisés. Mon jardin autrefois vibrant, mon sanctuaire, est devenu l'aire de jeu des enfants, et bien que j'aimais les voir gambader parmi les fleurs, l'équilibre délicat de mon havre horticole était perturbé. Puis vinrent les conversations sur la maison elle-même. Damien et Léa, semblait-il, avaient de plus grands projets. Ils parlaient de rénover, de moderniser, de transformer ma maison chérie en un espace élégant et contemporain qui convenait mieux à leur mode de vie ambitieux. J'écoutais, le cœur un peu lourd, essayant de concilier leur vision avec les souvenirs chéris incrustés dans chaque craquement des planchers, chaque motif fané du papier peint. Maman, dit Damien un soir, après une discussion particulièrement animée sur le remplacement des luminaires anciens du salon, nous y avons réfléchi. Avec toutes ces rénovations, et pour l'avenir des enfants, il serait tout simplement logique que la maison soit officiellement à nos noms. Pour des raisons fiscales, pour la stabilité. Vous savez, juste pour simplifier les choses. Je me souvenais vivement de la conversation. Nous étions assis dans le salon, une lampe douce projetant une lueur chaleureuse sur le visage sincère de Damien. Léa était assise à côté de lui, son regard inébranlable, un assentiment silencieux à ses paroles. Mon esprit, encore troublé par le chagrin persistant pour Antoine et ma confiance inhérente en mon fils, traitait ces mots lentement. Simplifier les choses. Stabilité. Pour l'avenir des enfants. C'étaient tous des concepts que j'appréciais profondément. Bien sûr, mon chéri, avais-je répondu, ma voix un peu tremblante, un vague sentiment de malaise flottant dans ma poitrine, mais rapidement écarté. Si cela t'aide, toi et les enfants, alors je suis heureuse de faire ce qui est nécessaire. Quelques semaines plus tard, le bureau d'un notaire à Astéry. La climatisation était trop forte, et les documents légaux me semblaient froids et impersonnels dans mes mains. Je me souviens d'avoir jeté un coup d'œil au titre de propriété, un document d'aspect formel avec une écriture élégante, et d'avoir vu les mots acte de quittance. Le notaire, une femme brusque et efficace nommée Maître Leroy, m'expliqua les termes à toute vitesse. J'acquiesçai, faisant entièrement confiance à Damien et Léa, croyant à leurs assurances que ce n'était qu'une simple formalité, une façon d'assurer leur stabilité financière. Je signai les papiers, ressentant une pointe de quelque chose d'indéfinissable, un léger tremblement d'appréhension que je refoulais à nouveau, convaincu que c'était simplement ma vieillesse qui me rendait trop prudente. Je conservais un usufruit, ce qui signifiait que je pouvais y vivre jusqu'à mon décès. Ce détail, croyais-je, me protégeait. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de travaux et de bouleversements. Ma maison confortable devint un chantier. L'odeur familière du pain chaud fut remplacée par l'odeur âcre de la peinture fraîche et de la sciure de bois. Mes matinées tranquilles étaient ponctuées par le sifflement incessant des outils électriques et les cris des ouvriers. J'essayais de m'adapter, de trouver du réconfort dans la promesse d'une maison modernisée, mais la vérité était que je me sentais de plus en plus comme une invitée dans ma propre maison, un obstacle à contourner. Mon petit revenu indépendant, provenant de la modeste pension d'Antoine et de quelques placements, devenait également un sujet de discussion. « Maman, utilises-tu vraiment tout cet argent ?» demandait Léa, son ton léger, mais ses yeux évaluateurs. « Nous pourrions vraiment l'utiliser à bon escient pour la maison, pour les enfants. Il est juste là, à perdre de sa valeur. » J'ai commencé à contribuer de plus en plus aux dépenses du ménage, aux rénovations, à la scolarité des enfants, jusqu'à ce que mes propres économies commencent à diminuer. Je me disais que c'était pour la famille, pour l'avenir de mes petits-enfants, mais une petite voix en moi, une voix que j'essayais souvent de faire taire, me chuchotait le respect de soi, les limites, la ligne entre la générosité et le délaissement de soi. Puis vint le grand projet, un voyage familial surprise sur les plages ensoleillées d'une île lointaine, une célébration du nouveau départ dans notre maison rénovée. Damien et Léa insistèrent pour que je vienne, disant que ce serait une merveilleuse occasion pour nous tous de renouer. J'étais hésitante, le coup me pesait sur l'esprit, mais leur enthousiasme était contagieux. « C'est déjà payé, maman !» s'exclama Damien en me serrant fort dans ses bras. « Notre cadeau. Tu mérites une pause. » Alors, me voilà, à l'aéroport international d'Astéry, vêtu de ma meilleure tenue de voyage, un sentiment d'anticipation excité se mêlant à ce familier malaise.
Le contrôle de sécurité avait été un peu compliqué, et j'étais plus lente que les autres. Au moment où j'ai traversé le hall animé et finalement atteint la porte d'embarquement, Damien et Léa étaient déjà là, leur visage un étrange mélange de précipitation et de quelque chose d'autre. « Maman, tu as réussi », dit Léa, un sourire crispé sur le visage. Nous commencions à nous inquiéter. Juste un peu plus lent avec les nouvelles mesures de sécurité, dis-je en riant, essayant d'alléger l'atmosphère. Mes vieux os ne sont plus aussi alertes qu'avant. Écoute, maman, commença Damien, sa voix étonnamment formelle, Léa et moi en avons parlé. Les vols étaient assez chers, et avec les enfants, c'est juste. Beaucoup. Nous apprécions vraiment que tu sois venu, mais nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu restes ici. Tu sais, éviter le long voyage, la foule. Mon sourire vacilla. Mon cœur, qui avait été ragaillardi par la promesse de vacances en famille, tomba comme une pierre dans un puits profond. Rester ici, répétai-je, les mots sonnant creux. Mais je pensais que nous y allions tous. Léa s'avança, sa voix plus douce maintenant, presque apaisante. Elisabeth, nous t'aimons, bien sûr. Mais ce voyage est vraiment pour nous, en couple, et pour les enfants. Une chance de tisser des liens, de célébrer notre nouvelle vie. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu auras toute la maison pour toi, un peu de paix et de tranquillité après toutes les rénovations. La maison rénovée. La maison qui n'était plus vraiment la mienne. La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Elle est acte de quittance, elle usufruit où le jargon juridique prenait soudain une clarté sinistre. J'avais cédé ma maison, croyant que je sécurisais leur avenir, sans jamais imaginer que cela signifierait renoncer au mien. Ils ne voulaient pas de moi pour ce voyage parce qu'ils ne voulaient plus de moi, point final. La maison était à eux maintenant, et ma vie aussi. Je regardais Damien, mon fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, et je vis un étranger. Ses yeux, autrefois si pleins d'une malice innocente, contenaient maintenant un éclat de quelque chose de froid, de calcul. Léa se tenait à côté de lui, son expression illisible, un mur d'indifférence polie. « Tiens, dit Damien, me glissant un billet plié dans la main. Pour un taxi pour rentrer. Nous devons y aller, l'avion embarque. » Il se tourna, Léa le suivant, et ensemble ils dirigèrent Liliane et Florent, qui jacassaient avec enthousiasme à propos de la plage, vers la porte d'embarquement. Je suis resté là, le billet tout neuf, une moquerie cruelle dans ma main tremblante, la cacophonie de l'aéroport s'estompant en un lointain bourdonnement. Ils s'éloignèrent, mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, me laissant échouer, abandonné, une relique d'une vie qu'ils ne voulaient plus partager. La trahison avait un goût amer dans ma bouche, aigu et âcre. Il ne s'agissait pas seulement de la maison, de l'argent ou même des vacances. C'était l'effondrement d'une confiance fondamentale, la désintégration d'une vie d'amour et de sacrifice. Les larmes montèrent à mes yeux, chaudes et piquantes, mais je refusais de les laisser tomber. Pas ici, pas maintenant. Pas devant des étrangers. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir brisé. Une colère profonde et silencieuse commença à bouillonner en moi, une chaleur inconnue qui remplaça lentement, régulièrement, la tristesse écrasante. Il ne s'agissait plus seulement d'eux, il s'agissait de moi. De la femme que je m'étais permise de devenir, la femme qui avait trop donné, fait confiance trop aveuglément, et ce faisant, avait perdu une partie d'elle-même. Je pris une profonde inspiration, l'air du terminal me semblant soudain lourd. L'argent du taxi toujours serré dans ma main, je me dirigeais vers le bureau d'information. Ma voix, bien qu'un peu tremblante, était claire lorsque je pris la parole. « Excusez-moi, dis-je à l'employé, une jeune femme au visage aimable. Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer la gare routière la plus proche? Et peut-être me recommander un hôtel de long séjour réputé? » Le trajet en bus jusqu'à Port-Lumière fut long et silencieux, le paysage un flou de scènes familières mais soudain étrangères. Le monde extérieur à la fenêtre semblait se moquer de mon tumulte intérieur, sa beauté inébranlable malgré le chaos dans mon cœur. Je serrai ma petite valise, ma seule compagne, et commençai à élaborer un plan. La première chose que je fis en arrivant à Port-Lumière fut d'appeler Claire. Sa voix, lorsqu'elle répondit, fut un baume pour mes nerfs à vif. Je racontai les événements de l'aéroport, ma voix se brisant par moments, mais inébranlable dans sa résolution. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout, suivi d'un torrent d'indignation. « Maman, comment ont-ils pu? Comment osent-ils » La voix de Claire était féroce, protectrice.
Je rentre à la maison. Je rentre tout de suite. Non, ma chérie, dis-je, une force nouvelle dans mon ton. Pas encore. Je dois faire cela moi-même. Pour moi-même. Mais j'ai besoin de ton aide, de ton soutien. Je dois comprendre ce qui s'est passé, légalement. Claire, étant la femme pragmatique et intelligente qu'elle était, m'aida à trouver un avocat à Port-Lumière, un spécialiste expérimenté du droit des personnes âgées nommé Maître Fort. C'était un homme avec un sourire aimable et des yeux vifs, et il écouta patiemment pendant que je racontais mon histoire, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Madame Dubois, dit Maître Fort, après que j'eus terminé, l'acte de quittance, en conjonction avec l'usufruit, signifie que vous avez le droit de résider dans la maison jusqu'à votre décès. Cependant, la propriété a été transférée. Et quant à vos contributions financières? Il soupira, son expression grave. Ce sera plus difficile à récupérer sans documentation explicite. La vérité, dure et implacable, m'a submergé. J'avais été insensé, naïve, peut-être même volontairement aveugle. Mais sous la douleur, une nouvelle résolution s'est endurcie en moi. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer ce qui était à moi, il s'agissait de retrouver ma dignité, mon estime de moi. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de rendez-vous juridiques, d'appels téléphoniques et d'introspections silencieuses. Je restais chez mon amie chère Éléonore, dont le soutien indéfectible était une bouée de sauvetage. Nous passions les soirées dans son salon douillet, sirotant du thé à la camomille et parlant, vraiment parlant, de la vie, de la confiance, des tournants inattendus que nos voyages peuvent prendre. Élisabeth, dit Éléonore un soir, sa main serrant doucement la mienne, tu es plus forte que tu ne le crois. C'est une chance pour toi de redécouvrir qui tu es, sans tout le bruit, sans toutes les attentes. J'ai commencé à le voir non pas comme une fin, mais comme un commencement. La clause des usufruits est devenue mon allié inattendu. Cela signifiait que j'avais toujours un droit sur ma maison, même si elle n'était plus légalement la mienne. Avec les conseils de Maître Fort, j'ai envoyé une lettre officielle à Damien et Léa, affirmant mon droit de retourner à ma résidence. Leur réponse fut un mélange de choc et d'indignation. Ils tentèrent d'argumenter, de cajoler, voire de menacer d'action en justice, affirmant que je perturbais leur nouvelle vie. Mais je restais ferme. La douce et conciliante Élisabeth avait disparu, remplacée par une femme qui avait appris, dans le creuset de la trahison, l'importance de saines limites. Quand je suis finalement retourné à la maison de Port-Lumière, les rénovations étaient terminées. C'était indéniablement beau, élégant et moderne, mais ça me semblait froid, impersonnel. Mes affaires familières étaient dispersées, certaines rangées, d'autres réinstallées dans des pièces qui ne me semblaient plus être les miennes. Mais j'ai traversé la maison avec une détermination tranquille, observant les changements non pas avec amertume, mais avec un sentiment de détachement. C'était un endroit que je partagerais, oui, mais il ne me définirait plus. Damien et Léa étaient, comme on pouvait s'y attendre, mal à l'aise avec ma présence. Il y avait des silences tendus à table, des sourires forcés et des conversations polies, presque formelles. Mais je tenais bon. J'ai récupéré ma petite chambre, celle que j'avais utilisée après avoir cédé ma suite parentale. J'ai recommencé à passer mes matinées dans mon jardin, le ramenant lentement à son ancienne splendeur, une fleur à la fois. J'ai réintégré mon club de lecture, trouvé du réconfort dans la camaraderie de mes amis, et même fait du bénévolat à la bibliothèque locale, trouvant une immense joie à aider les autres. La relation avec Damien et Léa resta tendue. Il n'y eut pas de grande réconciliation, pas d'excuses larmoyantes. La blessure était profonde, et peut-être certaines trahisons ne peuvent-elles jamais être entièrement guéries. Mais j'appris à coexister, à naviguer les complexités de notre arrangement de vie partagé avec une grâce tranquille. Je posais des limites claires, communiquais mes besoins et refusais de me laisser entraîner dans leur drame. J'aimais toujours mes petits-enfants tendrement, et je chérissais le temps que je passais avec eux, créant de nouveaux souvenirs dans les coins de la maison qui me semblaient encore être un foyer. Un jour, Léa m'approcha dans la cuisine, une expression hésitante sur son visage. Élisabeth, commença-t-elle, sa voix inhabituellement douce, J'ai réfléchi à certaines choses. À la façon dont nous t'avons traité. Elle marqua une pause, son regard papillonnant vers le sol. Ce n'était pas juste. Ce que nous avons fait à l'aéroport, et avant cela. Je suis désolé. Ce n'étaient pas des excuses complètes, pas une reconnaissance totale de la profondeur de leurs actions, mais c'était un début. Je la regardais vraiment, et vis non seulement la femme ambitieuse,
mais peut-être un éclair de regret, un soupçon de compréhension naissante. Merci, Léa, dis-je, ma voix douce, mais ferme. J'apprécie que tu dises cela. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour reconstruire la confiance. Mais je suis prête à essayer, pour le bien des enfants, et pour la possibilité d'un avenir plus sain. La vie, réalisais-je, n'était pas une question de perfection ou d'obtenir toujours ce que l'on attend. Il s'agissait de résilience, d'apprendre de ses erreurs et de trouver sa propre force face à l'adversité. La maison surplombant la baie du Croissant conservait encore d'innombrables souvenirs, mais elle n'était plus le seul pilier de mon identité. J'avais trouvé un sens plus profond de moi-même, une confiance tranquille qui venait de l'intérieur. Mon jardin a prospéré, témoignage de renouveau et de persévérance. Mes amitiés se sont approfondies, témoignage du pouvoir de la vraie connexion. Et bien que le chemin à parcourir avec mon fils et ma belle-fille restait incertain, je le parcourais la tête haute, sachant que j'avais retrouvé non seulement un lieu de vie, mais l'espace inestimable au plus profond de mon cœur. Le salon de départ d'Astérie International avait été un tournant, un moment de profonde perte qui a finalement mené à un voyage inattendu de découverte de soi et à une paix tranquille et résiliente.